L'image. L'image de la France vue de l'étranger, voici le sujet de cette fin de matinée. Et on l'a dit ce matin pendant la discussion du panel, l'image c'est bien, mais pas suffisant, car il faut qu'elle soit suivie des faits. Et pourtant l'image c'est important, on sait tous que l'image c'est ce qui va précéder, c'est ce qui va créer la perception, et c'est à partir de la perception que vont se prendre les décisions réelles d'investissement. Pour en parler, sous la présidence de Pierre Dejoux, qui est le président d'Otis New Equipment, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir les représentants des médias les plus importants et les plus prestigieux au plan international. Nous avons Melissa Bell de CNN, Leo Klim du Süddeutsche Zeitung, Paolo Levi de la Stampa et Anne-Sylvaine Chassani du Financial Times. Et François-Xavier Pietri de TF1 qui va animer cette table ronde. Je laisse tout de suite la parole à Pierre Dejoux pour introduire le sujet. Alors, écoutez, bienvenue. Et puis oui, effectivement, c'est Pierre Dejoux qui va introduire le sujet. Ce regard donc que porte le monde sur la France a-t-il changé? C'est la question qu'on va poser pendant ce débat. Une fois n'est pas coutume, ce qu'on va vous proposer, c'est de débattre avec des journalistes. En général, c'est nous qui faisons débattre. Là, c'est un peu l'inverse. Donc, c'est assez amusant, ça change. Et je vais demander donc effectivement à monsieur Pierre Dejoux de bien vouloir introduire cette session. Merci, bonjour à tous. Quelques mots d'introduction. Tout d'abord, je suis particulièrement ravi de vous retrouver comme chaque année, Et je souhaite qu'on remercie Denis, parce que chaque année, Denis nous fait des super états de la France. Ça nous permet, nous, à les compagnies étrangères, de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup, Denis. Je tiens aussi à remercier Judy. Judy est venue spécialement des États-Unis. Elle a honoré ses engagements. Elle nous a fait un discours très éclairant. Et je crois que chez Otis et chez UTC, on a la chance d'avoir une grande patronne qui aime la France. Alors, même si ça ne se fait pas de parler après son président, je vous propose quelque part de faire quelques introductions qui vont dans le même sens. Et vous savez que pour nous, l'image est particulièrement importante dans toutes les décisions d'investissement. Nous avons cité Flaubert et on sait que de l'autre côté de l'Atlantique, perception is reality, et il y a souvent des écarts entre la perception et la réalité. Alors, on sait qu'aussi on a souvent souffert de quelque part de déficit d'image, de French bashing, que de temps en temps ça pue ou ça a failli impacter les décisions d'investissement. Mais depuis 6 mois, je dois dire que l'image a totalement changé. Dans les pays, maintenant, on commence à nous envier, voire à nous jalouser. Et juste pour citer quelques anecdotes personnelles, quand je voyage en Asie, aux États-Unis, à chaque fois, on me demande qu'est-ce qu'il en est de l'effet Macron, qu'est-ce qu'il en est au niveau économique. Et plusieurs fois, on m'a demandé si on pouvait échanger nos présidents. Alors, je ne vous dirai pas où, mais vous devinez ma réponse. Voilà. Donc, juste pour illustrer le propos, je souhaiterais, comme l'a fait Business France, et vous pouvez voir que nous sommes très en ligne avec ce qu'a présenté Pascal Cagny, qu'on montre la différence de perception d'image avant M. Emmanuel Macron et après M. Emmanuel Macron. Donc je dirais, tout est dit, et nous avons une grande chance d'avoir des experts, les meilleurs journalistes que l'on puisse avoir sur la place de Paris qui vont débattre du sujet. Merci. Très bien, merci. Alors donc, place maintenant à notre débat avec les correspondants à Paris de 4 médias majeurs que je vais vous présenter. Melissa Bell, donc à ma droite pour CNN, que tout le monde connaît bien sûr. À ma gauche, Anne-Sylvaine Chassani, qui représente le FT, que vous connaissez tous évidemment. 500 journalistes dans le monde, ou bien une audience de 2 millions de lecteurs par jour, donc la Bible des affaires, ou en tout cas connue comme telle. Pour l'Allemagne, Leo Klim, le Süddeutsche Zeitung, qui est le grand journal de référence allemand, qui s'est pas mal illustré ces derniers temps d'ailleurs sur les Paradise Papers et sur ces sujets-là.
Et à ma droite, M. Paolo Levi, pour La Stampa aussi, une des grandes figures de la presse italienne. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez intéressant d'avoir autour d'une table des représentants de médias, une fois n'est pas coutume, puisque en général, c'est plutôt des chefs d'entreprise ou des politiques qui s'expriment. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu la température que vous pouvez, vous, nous donner du ressenti de ce qui s'est passé en France ces derniers mois. Et la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. C'est comment, chez vous, dans vos médias respectifs et dans les pays, d'une certaine façon, que vous représentez, l'élection d'Emmanuel Macron a été perçue, c'est-à-dire est-ce que ça a été une surprise, est-ce que ça a été... enfin voilà, quelle perception en quelque sorte vous avez eu de ce point de vue-là. Alors peut-être pour démarrer, Léo Klim, on démarre avec vous, en Allemagne. D'accord. Merci. L'élection d'Emmanuel Macron a été évidemment perçue d'une manière extrêmement positive et je pense d'autant plus que la crainte était assez forte de voir passer, de voir arriver Marine Le Pen au pouvoir, ce qui a à voir avec une grande méconnaissance du système électoral français. Système à 2 tours, donc nous, correspondants allemands, on était en permanence en train d'expliquer déjà à nos rédactions et puis à nos lecteurs pourquoi on ne pouvait pas comparer les élections françaises aux élections de Trump, etc. parce que c'était un système à 2 tours et que donc Marine Le Pen, en gros, n'avait quand même aucune chance d'arriver au pouvoir, même si elle arrivait au second tour. Donc grand soulagement, bien sûr, en Allemagne, et puis bon, bien sûr le personnage d'Emmanuel Macron a tout pour plaire, donc bien sûr il y a les mêmes facteurs images sur la personne qui joue en faveur de la France, qui sont mis au crédit de la France. Même question pour les autres, Mélissabel peut-être. Les Américains ont un appétit apparemment sans fond pour tout ce qui est Emmanuel Macron, et ce depuis le début de sa campagne, et puis ce tournant, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, quand tout d'un coup les astres ont semblé s'aligner en faveur d'Emmanuel Macron, cette ambition qu'il avait de bousculer le système, et ce pari réussi, très improbable au départ. Tout de suite, le monde entier a voulu suivre, a voulu savoir, a une énorme soif d'en savoir plus sur cet homme. Il est télégénique, il est jeune, il est ambitieux. Et puis, une fois au pouvoir, il nous est apparu comme l'anti-Trump. Et donc, on a fait un nombre incalculable de sujets pour le suivre. Et c'est vrai que là où il a été assez fort, c'est que si on met de côté ce qu'il réussira à faire ou pas en France, il a réussi déjà à se positionner sur la scène internationale comme, finalement, la représentation, le champion d'un monde qui nous paraît outre-Atlantique et outre-Manche en voie de disparition. Un monde basé sur des valeurs communes plutôt que des intérêts nationaux. Et il s'en fait le champion, finalement, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de conviction. Je pense à quand il était sa tribune devant les Nations Unies fin septembre, qui venait le lendemain de celle de Donald Trump. La différence n'aurait pas pu être plus flagrante. Et il joue ce jeu-là très très bien. On l'a encore vu à Abidjan la semaine dernière, où c'est vraiment lui qui s'est emparé de cette question, ce problème d'esclavage en Libye. Il représente ce que ne représente plus la présidence des États-Unis ou les politiques britanniques. Et ce vide, finalement, il a réussi à l'occuper, et donc on le suit avec d'autant plus d'intérêt. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette élection, elle est intervenue dans une période où il y a eu dans d'autres pays également des élections, des changements majeurs. Vous l'avez dit avec Donald Trump, c'est le cas aussi en Grande-Bretagne, évidemment, ouais. Avec le Brexit et avec cet événement-là, Anne Ben. Oui, tout à fait. Donc l'élection d'Emmanuel Macron s'est presque faite en miroir avec cette élection de Brexit. Et au Royaume-Uni, qui est un pays aujourd'hui très divisé, sur cette question des valeurs, sur la question de savoir si il faut revenir à quelque chose de plus national ou quelque chose, enfin, ce modèle qui beaucoup plus libéral après la guerre.
et qui s'est reflété dans ce vote du Brexit, pas uniquement dans les couches populaires, mais aussi dans l'establishment. Dans ce pays très divisé, la personnalité d'Emmanuel Macron est également, divise également. C'est-à-dire qu'il y a eu, lors de son élection, évidemment beaucoup de soulagement du côté de ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, et puis du côté des Brexiters, un sentiment d'ébahissement pratiquement et mêlé de mais comment ça c'est pas possible, nous on a eu Brexit et la France quand même, qui était le sick man of Europe devait aussi basculer de l'autre côté de la rive. Donc c'était à la fois un mélange d'ébahissement et mêlé d'envie pour certains. Donc voilà, puis même aujourd'hui Emmanuel Macron n'est pas forcément une figure très positive si on regarde les tabloïds anglais qui régulièrement font des articles sur Emmanuel Macron pour montrer à quel point sa politique est désastreuse. Donc voilà, donc voilà, c'est un petit peu le sentiment aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors, on continue ce petit tour avec vous, Paolo Levi. Ça a été l'élection, il y a un avant et un après 5 mai, c'est-à-dire qu'après un quinquennat de François Hollande marqué par une France aux abonnés absents en Europe, c'est-à-dire que le président n'avait pas cette question à cœur. L'élection d'Emmanuel Macron a été un dernier appel pour faire repartir le train de l'Europe, et ça a été perçu en Italie avec un grand soulagement. Finalement, l'Italie n'était plus orpheline de la France et l'Europe entière n'était plus orpheline de la France, et ça a été un grand soulagement, et même comme tout soulagement aussi une grande espérance qui aujourd'hui risque bien sûr d'être déçue, mais bon, ça fait partie du jeu. Après, les Italiens, c'est vrai, ils ont accueilli avec un énorme intérêt cette élection. Ils avaient eu Matteo Renzi avant. Ils retrouvaient en Emmanuel Macron un nouveau Renzi, mais en plus avec la bénédiction du suffrage universel, parce que en fait Renzi n'était pas passé par la case d'élection, il était tout simplement nommé après avoir poignardé son prédécesseur Enrico Letta. Oui, comme Brutus à Rome, ça se passe parfois comme ça, mais ça peut arriver. Mais voilà, il avait cette onction du suffrage universel. En plus, on le sait bien par sa constitution, celle de la Ve République, le président français est un des hommes les plus puissants au monde. Donc avoir Emmanuel Macron à l'Élysée a vraiment relancé un espoir, même si, et là c'est pour la petite histoire, on a eu en Italie très peur cet été, parce qu'après tout cet enthousiasme, une des premières choses qu'il a faites, en tout cas son ministre de l'économie Bruno Le Maire, a été l'annonce de la nationalisation des chantiers STX de Saint-Nazaire. On s'est dit, mais que se passe-t-il? Mais elle est où l'Europe de Macron? Est-ce qu'elle est morte-née? On doit déjà aller à Paris célébrer les funérailles de cette europhilie. En fait, dans les journaux, ça fait la une de tous les journaux. On a même comparé cet épisode, cette annonce de Bruno Le Maire au fameux coup de boule de Zinedine Zidane contre Materazzi à la finale de la Coupe du Monde. Et là, c'est l'Italie qui avait gagné. Là. Voilà. Fort heureusement, c'était seulement une fausse alerte. En fait, c'était seulement une question procédurale, comme quoi, si on ne nationalisait pas temporairement les chantiers, 66% de STX serait allé à l'Italie, donc c'était bien trop pour les Français. Et finalement, exactement le jour d'après le grand discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, il y a eu l'annonce d'un accord entre France et Italie sur ce dossier, annoncé au même temps que l'accord Alstom et Siemens. Quel beau symbole pour l'Europe. Mais on y reviendra d'ailleurs, parce que sur la politique industrielle et sur ces sujets-là, c'est aussi intéressant de la construction européenne de revenir avec vos avis sur ces sujets-là. Je voulais, là on a beaucoup parlé, d'un personnage, d'un homme qui a porté cette élection. Est-ce que ça a changé dans la vision, si je puis dire, de vos médias, l'image de la France? C'est-à-dire que ça ne veut pas dire pour autant, parce qu'il y a un nouveau président, que le pays, entre guillemets, France,
a évolué. Est-ce qu'il y a eu cette perception-là dans le choix en fait des électeurs? Est-ce que ça a changé l'image de la France? Oui, profondément. Juste sur la question diplomatique d'abord, la vision que représente Emmanuel Macron a ensuite des conséquences pour la place de la France dans le monde. Et quand on parle aux diplomates, tous vous diront on n'entend plus parler des diplomates britanniques, ils ne sont plus là. Les Américains non plus, ce sont les diplomates français. Regardez, demain, Emmanuel Macron sera au Qatar, il se positionne comme espèce de peacemaker au Moyen-Orient, c'est du jamais vu, parce que jusque-là, la place n'était pas à prendre. Donc oui, ça transforme l'image de la France sur la scène internationale et en profondeur. Et puis aussi sur le plan économique, je sais que vous en avez beaucoup parlé ce matin et je sais que beaucoup de choses restent à voir. Voilà, quelque part, on attend un petit peu. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Et pourtant, on a fait un sujet juste la semaine dernière sur le fait que la France was open for business. Et c'est la première fois depuis très longtemps que cette idée commence à passer. Et bon, tout le monde regarde, il reste encore plein de choses qui font que les affaires mettront un petit moment à s'installer en France, mais par rapport à Londres, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, je pense que le monde entier est en train de regarder la France comme un endroit où potentiellement venir faire des affaires, alors qu'avant, il n'en était pas question. Anne-Sylvaine, là-dessus? Oui, alors nous aussi, en effet, on a constaté un changement de perception quasiment radical, pratiquement du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'était presque trop, je dirais, ça verse carrément dans l'effet inverse. Je vois les unes de mon The Economist, ma collègue. Moi, alors, cette perception, elle est réelle. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens à Londres, si vous allez à Londres dans les milieux économiques, notamment les expatriés, vous entendrez, la première question que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on rentre, dans quel pays on rentre. Enfin bon, donc il y a aussi cet attrait de la France maintenant qui apparaît comme une espèce de havre de libéralisme tout à coup. Ce qui est étonnant. Ce qui est assez étonnant, mais donc c'est peut-être un peu trop tôt pour savoir si en effet c'est vraiment le cas. Il y a encore beaucoup de gens qui se posent la question si ça va être durable, etc. Bon, moi personnellement, je vois beaucoup de faiblesses en fait chez Emmanuel Macron que mes collègues, même au Financial Times et dans toute la presse, disons libérale, ne met pas beaucoup en avant. C'est à la fois une faiblesse au sein des catégories populaires. Hein. Ça, on voit bien que le macronisme n'imprègne absolument pas. Et ça, c'est quand même problématique parce que c'est cette catégorie populaire qui a poussé un grand coup de gueule pendant cette campagne présidentielle et qui a porté Marine Le Pen au deuxième tour. Donc ce problème-là, il est toujours là. Deuxième problème, deuxième grande faiblesse qui pose la question de la durabilité du macronisme, c'est son parti. C'est un parti qui est quasiment inexistant sur le terrain, qui n'est pas connu sur le terrain, avec beaucoup de gens qui sont tous des novices. Donc quand même, il y a beaucoup de points d'interrogation que mes collègues au Royaume-Uni et ailleurs, peut-être aux États-Unis, ont tendance à passer un peu sous silence aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a toutes ces réussites et ce changement de perception qui est réel. Alors, Léo Klim ? Oui, les médias ayant tendance à verser un peu dans les extrêmes, notre rôle de correspondant est justement d'atténuer et essayer de revenir un peu à la réalité. Alors, la réalité de la France, au-delà de l'image, c'est aussi, si on parle d'un point des questions strictement économiques, c'est aussi que l'endettement est toujours extrêmement élevé, ça n'a pas changé, qu'on n'est pas certain qu'Emmanuel Macron tienne sa promesse de descendre en dessous des 3% des déficits, question qui tient beaucoup à cœur aux Allemands, cette année, donc il y a un doute maintenant là-dessus. C'est aussi le chômage structurel extrêmement élevé, puisqu'on est peut-être presque déjà, en tenant compte de ce chômage structurel, on est peut-être déjà au plein emploi, quasiment. Donc toutes ces faiblesses structurelles de la France, évidemment, ne sont pas résolues, et d'ailleurs Emmanuel Macron est très conscient de ces faiblesses, il s'y attaque. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis, il y a des choses, pas plus tard qu'aujourd'hui, là ce matin, il y a 1 heure, les ministres de l'économie des 3 Landes voisins de la France ont communiqué en se plaignant
d'un nouveau protectionnisme qui était mis en œuvre avec la révision du détachement en Europe et qui va compliquer aux entreprises frontalières de venir travailler en France. Donc voilà, évidemment, la France ne s'est pas transformée comme Emmanuel Macron l'a promis. Par miracle, du jour au lendemain. Pour poursuivre là-dessus, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que le gouvernement, l'équipe en place, délivre d'une certaine façon les promesses de la campagne? Est-ce qu'il y a cette analyse qui est faite dans vos médias par rapport entre... On a beaucoup reproché, notamment à François Hollande, de faire l'inverse, en gros, de ce qu'il avait promis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment d'une adhésion et d'une équation entre la campagne, les promesses, le programme et la mise en œuvre? Monsieur Lévy. Disons que, mis à part la réduction de la part de nucléaire, qui avait d'ailleurs été promise par la précédente administration, je dirais que ce premier semestre a été un test réussi pour Emmanuel Macron. Je ne vais pas vous rappeler qu'il y a encore quelques mois, cet été, on s'était tous préparés, on avait évoqué le spectre d'un automne chaud ici à Paris. Moi-même, j'avais écourté les vacances parce qu'on nous avait promis, voilà, vraiment des milliers, sinon des millions de personnes dans les places, battant le pavé des villes françaises contre cette loi travail qui avait été annoncée par Emmanuel Macron. Et en fait, rien de tout ça. Entre-temps, dans les parcs parisiens, on a vu les feuilles jaunir, l'automne est arrivé. Et en fait, la mobilisation a été très très faible, presque inexistante, j'ose dire. Et donc c'est un grand test, l'adoption de ces ordonnances a été un succès pour Macron. Je pense qu'il a agi de façon beaucoup plus rusée que François Hollande, c'est-à-dire que premièrement, il l'avait annoncé pendant sa campagne présidentielle. Deuxièmement, pendant tout l'été, il a reçu un par un les syndicats, les partenaires sociaux, ce qui a contribué en quelque sorte à désinnesquer la grogne sociale. Et après, je pense aussi, on se demande, mais pourquoi les Français qui, dans leur ADN même, ils sont toujours si prêts à... Déjà, on avait vu la loi El Khomri, déjà ça avait été un grand défoulement, et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une certaine forme de lassitude des Français par rapport au blocage, et aussi une envie, à un certain moment, de croire, d'espérer dans de nouvelles recettes, surtout parce que on s'obstinait à défendre un statu quo qui produisait 6 millions de chômeurs. Donc, à un certain moment, je pense que les Français se sont dit, beaucoup de Français se sont dit, bon, tentons, donnons la chance à ce jeune président, et après, si ça ne marche pas, à la maison tout de suite. Mais voilà, il y a ces trois éléments, et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on peut dire que cette principale promesse de campagne a été tenue. Bon, il y a eu aussi la loi sur la moralisation de la vie politique, la loi contre le terrorisme et la fin de l'état d'urgence, c'est des choses mineures, etc. Certes, oui. Voilà. Est-ce que ces ordonnances, justement, pour vous, ça a été perçu comme un marqueur important parce que, dans le fond, entre ce que la loi proposée par Emmanuel Macron et celle proposée auparavant par Myriam El Khomri, on est juste dans le prolongement. C'est pas une évolution majeure. La perception, elle, en revanche, est très différente. Est-ce que pour vous, ça a été un marqueur important, Léo Klim ? Oui, je pense que l'ordonnance, bon, c'était un marqueur, et plutôt un marqueur négatif qui nous a fait douter un moment, parce que c'est pas... on peut en débattre longuement, mais de notre point de vue de parlementarisme allemand, c'est pas ce qu'il y a de plus démocratique. Mais je pense qu'il y a un lien sur ce point précis avec l'Allemagne, justement. Je pense que
tout ce que Emmanuel Macron a fait dans les premiers mois de sa présidence en matière économique, excusez-moi, je suis peut-être un peu germanocentrique, mais était totalement axé sur un message à donner à l'Allemagne. Parce qu'il a tout fait pour être prêt le 24 septembre lors des élections législatives allemandes. Il a aligné plusieurs choses et ce n'est pas par hasard. Donc il y a eu les ordonnances sur le travail signé le vendredi avant l'élection allemande. Il y a eu le budget présenté en même temps avec la promesse de passer en dessous des 3%. Il y a eu la vente de fait d'Alstom à Siemens. Et il y a eu 2 jours après le discours à la Sorbonne qu'il avait prévu depuis très longtemps. Donc pour vous, ce sont des gages d'une certaine façon donnés à l'Allemagne. Vous le voyez comme ça? Emmanuel Macron était depuis longtemps, bien avant son élection et bien avant qu'il soit candidat, obsédé par le gage et le sérieux à donner vis-à-vis de l'Allemagne. Donc un de ses objectifs principaux des premiers mois était de tenir parole sur toutes ces questions et d'envoyer un signal très positif et fort qui culminerait dans le discours de la Sorbonne. Il a déroulé tout son programme comme il avait prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'était le résultat de l'élection en Allemagne. Voilà, maintenant, c'est nous qui faisons défaut et qui manquons à l'appel, malheureusement. Anne-Sylvaine, vous sentez vous aussi cet axe, est-ce que les Britanniques s'inquiètent d'une certaine façon de cet axe franco-allemand très fort, ou est-ce que c'est... Oui, c'est une source d'inquiétude de voir la France réussir, ou en tout cas ne pas dérouler le scénario prévu des mobilisations syndicales, des grandes manifestations violentes avec beaucoup de fumée, etc. Ça, c'est... Voilà, tout ce qui ne va pas dans le cliché français est extrêmement perturbant pour un Britannique. Et donc voilà, donc on est dans une phase comme ça où en plus quand même les discussions autour du Brexit sont extrêmement pénibles, très très compliquées, source de tourments quotidiens. Et donc de voir cette France qui s'organise avec l'Allemagne, qui se réconcilie, mais qui plus que ça, qui veut faire avancer le projet européen vers plus d'intégration. Ça, c'est quelque chose de très perturbant, alors que le Royaume-Uni sort. Et donc la sortie, c'était une façon de dire, mais écoutez, votre projet ne marche pas, il ne marchera jamais, ce projet européen est voué à l'échec. Et de voir que finalement il y a une espèce de dynamique recréée autour de l'élection d'Emmanuel Macron est source de beaucoup de tourments. Oui. Et justement oui, là-dessus, sur cette question, là où il a été assez fort et sans doute inattendu, c'était cette conviction avec laquelle il défendait l'Europe. Et comme vous disiez, il a tout mis en œuvre pour faire en sorte que l'Europe paraisse un projet viable pour la première fois depuis très longtemps. On a beaucoup parlé pendant la campagne du Brexit du fait que en Grande-Bretagne, on critique l'Union européenne presque de façon sans trop réfléchir, et depuis des décennies, c'est instinctif. Qui l'avait défendue? C'était ça le problème. Elle n'avait pas de champion. Et c'est une position, celle du multilatéralisme, qui aujourd'hui n'est pas tellement à la mode, qui est plus difficile à défendre sans doute que le populisme qui parle aux tripes des gens. Et Emmanuel Macron est apparu tout d'un coup comme quelqu'un capable de le défendre, capable de l'incarner, capable de représenter une espèce d'espoir pour le projet européen. Ce qui inquiète pas mal à Londres, qui ne veut surtout pas d'une Europe forte en ce moment de leur discussion, mais qui, du point de vue de l'Europe, était quelque chose d'assez nouveau. On ne l'avait pas encore vu défendu, je pense, avec autant de conviction. Est-ce que cette Europe renforcée est quelque chose qui inquiète, vous disiez les Britanniques, mais les États-Unis? Non, je pense que les États-Unis regardent ça d'assez loin. C'est pas tellement dans leur priorité. Mais une Europe qui représenterait finalement, qui serait en mesure d'avoir la force de représenter sur la scène internationale ce qu'incarne pour l'instant tout seul Emmanuel Macron, ce qu'incarnait jusqu'à récemment Washington et Londres, je pense que c'est ça qui intéresse. On va revenir quand même sur cette affaire de Fincantieri et de STX, qui a quand même beaucoup surpris parce que effectivement, c'était pas tellement dans la lignée, si je puis dire, de ce qu'on attendait d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aujourd'hui entre cette volonté de protectionnisme et en même temps ce libéralisme? Comment est-ce que c'est perçu ça? Oui, si on l'analyse de façon
superficielle. Au début, nous tous, on était complètement bluffés par ce geste. Après, si on analyse tout ça derrière disons, la loi du travail, etc., on comprend qu'en fait, peut-être Emmanuel Macron a été presque obligé, contraint, en quelque sorte, d'apaiser pendant l'été les syndicats. Pour donner. Oui, je rappelle que ça, c'est vraiment des spéculations de bas journalisme que je vous livre à vous, mais par exemple, non, Force ouvrière est le syndicat le plus puissant de Saint-Nazaire. À un certain moment cet été, on a eu une conversion totale de son leader Jean-Claude Mailly, si je ne me trompe pas, oui, qui est devenu, si au départ il était un des plus acharnés contre la loi de travail, etc., après l'accord, après la nationalisation temporaire de Fincantieri, il est devenu une sorte d'agneau, de mystique, un truc. Donc il s'est passé quelque chose. Donc il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est l'exemple que moi j'ai suivi parce que bon, le dossier Fincantieri m'intéressait tout particulièrement. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a agi de cette façon-là dans beaucoup d'autres dossiers et en quelque sorte, il a su hérisser, en quelque sorte chouchouter les syndicats et donc, oui, ça a été inquiétant, mais si on lit tout ça derrière la loi travail et aussi une stratégie de moyen terme pour l'emporter sans créer trop de grogne sociale, bon, c'est tout à fait acceptable. Quels sont pour vous et pour la vision de vos journaux les points sur lesquels, si je puis dire, Emmanuel Macron et le gouvernement et la France est attendu au tournant? C'est-à-dire qu'est-ce qui... Bon, on est un peu, on va le dire comme ça, sous le charme de ces premiers mois. On sait très bien qu'en France, on peut se retourner très vite. Hein. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans la vision que vous avez, fait qu'à un moment donné, on pourrait basculer dans une appréciation beaucoup moins favorable et les points sur lesquels il y a pour vous des interrogations majeures, Anne-Sylvaine? Alors, c'est sur le point de vue des résultats. Il va être jugé sur les résultats. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles. Quand on regarde même cette loi travail, si on regarde véritablement les articles, elle ne va pas très loin, comme tu le disais, François-Xavier. C'est un peu le prolongement de la loi El Khomri. Il y a quelques petites mesures phares qui vous ont tous fait beaucoup plaisir, mais notamment sur les multinationales, la possibilité de le périmètre national pour pouvoir faire des licenciements, etc. Mais, ou la limitation des prud'hommes, au prud'hommes, des indemnités. Du coup, quand on regarde quand même dans les faits, c'est pas une révolution du Code du travail. Quand on regarde le budget, c'est pas non plus une révolution du budget. Il n'y a pas une idéologie très marquée, ni dans la loi travail. Alors, il y a un peu de décentralisation, mais les branches conservent énormément de pouvoir. Donc, dans les faits, qu'est-ce que ça va faire? Bon, il y a un effet psychologique beaucoup plus important, je pense, que l'effet réel. Ensuite, même si l'effet psychologique peut induire aussi des effets réels, mais... Et puis sur le budget, de la même façon, Léo mentionnait la capacité ou pas de la France de réduire ses dépenses publiques. Pour l'instant, il y a quand même un gros doute sur la capacité de la France à véritablement changer, modifier le périmètre de l'État, de sa dépense publique. Je rappelle en l'occurrence la promesse donc, de campagne, c'est 60 milliards d'économies sur le quinquennat, 120 000 postes réduits dans la fonction publique, alors qu'en 2018, il n'y en a que 1600 engagés. Donc on risque d'être un peu loin du compte. Et vous avez un regard là-dessus, une attente Oui, une attente. Et puis le chômage. Pour l'instant, il ne bouge pas, le chômage. Alors, il y a une décréation d'emplois, il y a un peu plus d'ouverture d'usines, un peu plus que de fermetures, mais il y a encore des fermetures. Donc tout ça est encore très... Bon, on pourra juger dans 18 mois, je ne sais pas ce que vous en pensez. Léo Klim. Oui, je pense que le point sensible, c'est toutes les propositions d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Donc lui les a faites plus explicitement le 26 septembre à la Sorbonne, avec l'objectif assumé de peser dans les négociations de coalition en Allemagne. C'est-à-dire, voilà, de dire aux
futur gouvernement allemand, voilà sur quoi je vous attends, je voudrais qu'on débatte de ça. On peut se demander si c'était tactiquement intelligent de faire ça, parce que ça a été l'un des points d'achoppement, ça a donné un prétexte au Parti libéral de quitter la table de négociation il y a 10 jours. Donc ces propositions européennes. Mais moi je trouve ça très bien parce que Emmanuel Macron oblige l'Allemagne, après des années de dominance en Europe qui était surtout due à la faiblesse de ses partenaires. Donc maintenant, il oblige l'Allemagne à avoir un débat et à se poser la question que voulons-nous comme Europe, nous Allemands? Et voilà. Et donc le point difficile sera cette division qu'on est en train de voir dans le spectre politique allemand et dans la société allemande sur l'Europe, alors qu'on pensait encore il y a quelques mois qu'on était peut-être à l'abri de cette division, et maintenant elle ressort clairement. Et je vais vous dire, si on était ici en Allemagne, le même auditoire serait extrêmement critique vis-à-vis des propositions économiques, donc budget commun, ministre commun, capacité d'endettement commun, etc. Je pense qu'ici on a 80% pour, et en Allemagne, le même public serait 80% contre, milieu d'affaires. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une chance historique pour Emmanuel Macron? On a le sentiment, dans ce qu'on regarde, qu'effectivement l'Allemagne est affaiblie par la situation politique et de la coalition, la Grande-Bretagne par le Brexit, l'Italie est en phase d'élection, l'Espagne a son problème avec la Catalogne. Paradoxalement, aujourd'hui, la France apparaît comme le pays, si je puis dire, le plus solide dans cet ensemble. Est-ce que c'est une chance historique pour nous, Mélissa Bell? Ah oui, clairement. Et comme je vous le disais, il s'en fait le champion, finalement, d'être le nouveau leader, finalement, du monde libre. C'était pas du tout ce qu'on attendait du président français jusque-là. Il semble se positionner avec beaucoup de succès par rapport à son image. Comme ça, mais comme vous le disiez à l'instant, les attentes sont telles, les attentes suscitées par son élection sont telles que les déceptions seront importantes. Et on parlait tout à l'heure de l'image de la France d'un point de vue économique. On attendra de voir s'il réussit à tenir ses promesses, s'il est à la hauteur des attentes, s'il réussit à débloquer les choses qui ont besoin d'être débloquées en France. S'il n'y arrive pas, on en arrivera à la conclusion, sans doute ça ne se retournera pas contre lui, mais on en arrivera à la conclusion que la France n'est pas réformable, parce qu'on a ce sentiment que si lui ne peut pas y arriver, c'est que ça n'est pas faisable. Ayant fait table rase d'une classe politique qui avait sans doute besoin d'être bousculée, ayant réinventé presque le système politique français, si lui n'a pas le pouvoir de le faire avec la majorité qu'il a au Parlement, avec ce parti tout neuf qui lui est forcément entièrement acquis, c'est que c'est pas faisable. Et là, pour l'image de la France dans le monde, du point de vue des affaires, ça serait catastrophique. C'est-à-dire que le boomerang peut être douloureux, M. Lévy. Écoutez, il y a un alignement des astres que franchement, s'il n'arrive pas, ce serait vraiment inquiétant. C'est comme s'il était face à un but sans le gardien de but. Non, pardon pour la métaphore footballistique. Après le coup de boule. Pardon pour cette deuxième métaphore footballistique qui revigore le cliché sur les Italiens qui ne parlent que de foot. Mais effectivement... Ah oui, je n'ai pas parlé de ça d'ailleurs. Franchement, il y a une conjoncture... Non seulement il y a des élections, mais en plus, vous n'êtes pas dans le... Et en plus, on est dehors. Donc, on demande vraiment à Emmanuel Macron et à la France de gagner, même pour nous, pour une fois. Et non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un alignement des astres fous, une conjoncture économique qui, on l'espère, disons, semble retourner au vert. Un président avec 309 députés à l'Assemblée nationale qui le soutiennent. Ça a été souvent le cas. C'est le principe du quinquennat, la concomitance des nations fait que chaque fois on a une Assemblée qui soutient son président. C'est pas pour autant que ça... Oui, mais pas avec une majorité pareille. Ouais. Une majorité écrasante qu'on a vue une ou deux fois dans l'histoire de la Ve République. En plus aussi, et il faut l'avouer, beaucoup de chance, parce que, par exemple, ce tirage au sort qui a fait que, par exemple, l'agence bancaire européenne vienne à Paris plutôt qu'à Dublin, c'est-à-dire tout, vraiment, aujourd'hui, est du côté d'Emmanuel Macron. Donc, il doit absolument en profiter de façon plus sérieuse, vraiment, pour récupérer de la crédibilité et aussi une marge de pouvoir de négociation face à l'Allemagne. Il faut absolument que
que la France rentre dans les clous de 3%, parce que c'est incroyable que ce pays, qui est le pays même qui, avec l'Allemagne, nous l'a imposé cette règle, qu'on peut discuter ou pas, on peut être d'accord ou pas. En tout cas, la France a imposé, a dessiné avec les Allemands cette règle. Et c'est le seul pays qui aujourd'hui ne le respecte pas avec l'Espagne. Même les Italiens, qui sont les derniers de la classe, on est toujours le jardin de l'Europe où on fait que des vacances, etc. Même nous, on est sous les 3% après des efforts fous. Donc c'est vraiment une question de crédibilité que la France aujourd'hui doit absolument rentrer dans les clous. Le commissaire Pierre Moscovici, d'ailleurs, a exprimé son inquiétude parce que c'est pas du tout sûr encore. Donc il y a en plus cette histoire de la fameuse taxe des dividendes, des 3%. Comment est-ce que ça a été, par exemple, ce genre d'événement, comment est-ce que ça a été perçu? Comment vous avez regardé ça? Vous n'avez pas tous... mais je vous vois sourire, Léo Klein. Moi, ça me fait rire parce que c'est arrivé au moment où on a sorti les Paradise Papers. Et donc, quand mes chefs ont vu ça sur le fil d'agence, ils ont trouvé ça très intéressant. Ils ont pensé, ah d'accord, c'est en fait la France envoie un signal contre l'évasion fiscale, et je leur ai expliqué que c'était pas du tout le sujet, et que c'était, voilà, c'est pour ça que ça me fait rire, que c'était juste pour boucher un trou. Voilà. Moi, je voudrais dire une chose quand même, c'est que Emmanuel Macron mérite la chance qu'il a. Parce qu'il a le courage, donc il la suscite aussi quelque part. Eh bien, lui, je pense que la France n'aurait jamais été face à Dublin au tirage au sort sans Emmanuel Macron. Parce que même dans le cercle des ministres, il n'y aurait pas eu suffisamment de votes pour faire monter Paris jusqu'au niveau à ce qu'elle puisse sérieusement espérer avoir cette agence bancaire. Voilà. Donc moi je pense que globalement aussi Emmanuel Macron est quelqu'un qui connaît tous les risques qu'on a évoqués, les risques politiques aussi. Il analyse la situation en permanence. Le plus gros risque qu'il ne maîtrise pas, c'est celui d'un énorme choc extérieur, et on a encore 4 ans. Plus de 4 ans avant les prochaines élections. Donc voilà, ça c'est le risque pour lui, pour moi, le grand risque majeur qu'il puisse échouer à réformer la France. Pour vous, Mélissabel, quels sont les dangers, les risques sur la France que vous voyez éventuellement Oui, s'il ne soit pas à la hauteur de ce qu'il a promis. Je pense que justement la France est regardée très près. S'il échoue aussi sur le projet européen, s'il s'avère être plus compliqué que ça, et qu'au bout de son quinquennat, on n'est pas arrivé à redonner un souffle à l'Union européenne, et ça s'annonce plutôt compliqué, je pense que les déceptions sont très importantes, et on en arrivera sans doute à la conclusion qu'effectivement les Britanniques avaient peut-être raison. Mais donc il porte finalement beaucoup d'attentes sur ses épaules. Il est très regardé parce que ses promesses étaient importantes, mais aussi parce que le potentiel qu'il représentait est très important, et que jusque-là, je pense qu'on ne s'attendait pas tellement à ce qu'il vienne de la France. Paolo Levi. Mais le risque est de se retrouver seul dans ce combat pour un sursaut de l'Europe. Aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur l'Allemagne, parce que sans le moteur franco-allemand, et c'est un Italien qui le dit, l'Europe n'a aucun avenir possible. Donc, c'est le grand risque qu'il se retrouve seul. Et après, une autre chose, voilà, si on peut en quelque sorte prononcer une doléance par rapport à Emmanuel Macron, on l'attend encore un peu plus proactif sur la question des migrants. C'est vrai qu'il a commencé à agir en Libye en cherchant en quelque sorte d'inclure les pays de la rive sud de la Méditerranée, mais la France encore aujourd'hui en quelque sorte ne respecte pas ses engagements de relocalisation, d'ouverture, de solidarité par rapport aux autres pays de la rive sud de la Méditerranée. L'Allemagne a fait un grand geste, et personne n'oubliera ce million de réfugiés qui ont été accueillis par Angela Merkel. Je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne mérite bien plus que la France le titre de pays des droits de l'homme.
Et ce n'est pas une chose acquise, le titre de pays des droits de l'homme. C'est quelque chose, là aussi, qui bouge. Aujourd'hui, l'Allemagne, en Europe, est le vrai pays des droits de l'homme. Et je pense que Macron a un autre grand défi, c'est de récupérer ce titre, cet énième titre que l'Allemagne lui a rappelé. Monsieur Lejoux, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste peut-être un point en matière de pédagogie, et je dirais la mission qu'on peut avoir, nous, patrons de compagnies étrangères. Et je vous invite à faire venir vos patrons mondiaux et vos patrons européens. On a fait l'exercice, hein. Il y a un certain nombre de patrons américains qui sont venus et qui ont vu un certain nombre de membres du gouvernement et qui ont été impressionnés, notamment sur la capacité du gouvernement à gérer quelque part le pays comme une entreprise. Vous connaissez les termes, transformation. Et alors, ce qui est important, c'est qu'ils sont venus avec une autre impression. Et ça veut dire qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire. Donc on a un rôle d'ambassadeur, je dirais ça, c'est le premier point. L'autre point aussi qu'on a, c'est on doit aussi vous aider, vous journalistes économiques, à changer la perception. Hein. Parce qu'on a eu des débats, il y a des économistes qui étaient venus de New York, et à un moment donné, on a eu de vrais débats, hein, parce que les réformes qui sont menées en France, et la réforme du travail, c'est une réforme, quand on connaît le contexte français, qui est remarquable, hein, ça n'a jamais été fait comme ça, donc il faut le dire, il faut le faire savoir. Et je dirais le troisième point en matière de pédagogie, c'est vis-à-vis des régions, montrer qu'on est capable aussi de créer des emplois, et si on fait ça, je pense que l'image de la France changera, mais aussi en matière d'attractivité, on pourra créer des emplois tous ensemble. Et positivement, vous parlerez tous très positivement de la France et vous en ferez la pub. Hein. Longtemps. Voilà. Merci. Eh bien, merci à vous et merci pour ce débat, cette vision extérieure assez rafraîchissante. Merci.